Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de TG+, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Vous le savez, chaque mois nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés, pour nous accompagner, François Caudet. Bonjour François. Bonjour Christophe. Président du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Aujourd'hui, ensemble, on parle. On va parler de deux notions. D'abord, on va parler de territoire et de ce que ça veut dire pour les Français. Donc, pour une émission territoriale, ça nous parlera bien. Et on finira ensuite par répondre à la question de l'internaute qui s'est inquiété des banques et qui voudrait savoir ce que c'est que le coût du risque pour les banques. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Sur cette notion de risque bancaire. Merci beaucoup. Au sommaire, ce mois-ci également, près de Saint-Marcellin, l'entreprise AP Composite s'engage dans l'innovation durable. Elle recycle d'anciennes pales d'éoliennes ou propose du mobilier urbain nouvelle génération. Ces bancs sont à la fois des assises, des jardinières, des réservoirs d'eau. Le tout en partant du savoir-faire de la PME, c'est-à-dire la création de pièces en matériaux composites polyester. À Grenoble, Minatech est un exceptionnel pôle d'innovation autour des micro- et nanotechnologies. Dans cet écosystème quasiment unique au monde, gravitent des milliers d'étudiants, de chercheurs, d'ingénieurs, des centaines d'entreprises, des grands groupes, mais aussi de très nombreuses start-up, deep tech. Tout un univers dont la force repose sur les synergies, sur la proximité entre ses membres. Des acteurs qu'il faut loger, parfois dans des locaux bien spécifiques, des laboratoires high-tech, des salles blanches. C'est le rôle de Minatech Entreprise que nous découvrirons dans un instant. Alors vous, chez vous, êtes-vous attaché à votre commune, à votre département, à votre région? Quelle relation est-ce que vous avez noué avec ce qu'on appelle les territoires? À l'heure des crises, des transitions, des fractures territoriales, comment les Français perçoivent-ils leur chez eux? C'est le sujet dont vous avez voulu parler, François. Alors d'abord, de quoi parle-t-on vraiment quand on parle de territoire? Alors justement, quand on parle de territoire, on ne parle pas forcément de communes, de départements, de régions. Ça dépend de chacun. Le territoire, c'est l'endroit où on a une histoire, où on a des racines. Donc pour certaines personnes, ça va être une commune, pour d'autres, ça va être un territoire plus vaste. C'est une notion un peu élastique, suivant l'idée de chacun. Mais c'est quand même là où on a ses racines, où on a ses traditions, on a une communauté avec d'autres habitants. Et on a 91% des Français qui se disent attachés à leur territoire. Par contre, alors, ils le qualifient, ce territoire. C'est toujours très positif parce que c'est leur territoire. Donc, il est toujours accueillant, sympathique, beau. Enfin, il a toutes les qualités. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le leur. Et donc, il y a une espèce de chauvinisme classique, une fierté territoriale qui est assez saine. Par contre, il n'y en a que 28% qui vivent dans le territoire qu'ils estiment le leur, en fait, pour des raisons diverses, de mobilité professionnelle, etc. Ils ne vivent pas forcément dans le territoire auquel ils sont le plus attachés. Ils vivent dans le territoire où la vie est souvent professionnelle, voire familiale, les a menés. Voilà, donc ça, c'est assez nouveau comme approche. Et puis, cette notion de territoire aussi, elle varie un petit peu quand on parle du lieu de vie. Il y a 40% des Français qui pensent qu'ils vivent vraiment chez eux, dans leur ville, dans leur région, etc. 49% sur les moins de 35 ans. Alors pourquoi plus chez les moins de 35 ans? Parce que souvent, ils ont eu moins le temps de déménager. Oui. Bien sûr. Donc il y a encore plus des moins de 35 ans, mais ils sont nés quelque part et s'ils ont toujours vécu là, c'est leur territoire. Et puis quelques autres notions aussi, quand on parle de territoire et qu'on demande aux gens c'est quoi votre territoire, il n'y a que 20% des Français qui disent le territoire finalement pour moi c'est la France. C'est une notion de pays. 19% pour la région. La région est très mal appréhendée. C'est quelque chose de très administratif, mais qui n'est pas quelque chose de ressenti. Le département, 12%, donc à peine mieux. Donc c'est vraiment la commune, la ville. Et puis après, pour ceux qui ont beaucoup bougé, c'est la France. Et alors, il y a un grand absent total, c'est l'Europe.
Des gens qui disent mon territoire c'est l'Europe 2% et le monde entier 4%, donc c'est hyper anecdotique. Voilà, donc le territoire c'est vraiment très ancré, très local lié à l'histoire des gens. Oui, on voit que cette notion de proximité, elle est importante. Oui, alors la notion de proximité, elle est aussi extrêmement importante et elle est un petit peu variable aussi, suivant la culture de chacun et suivant ce qu'on appelle proximité. Quand on interroge les Français, 96% des Français disent qu'ils veulent avoir des services essentiels à moins de 30 minutes. Donc ça, c'est une notion de proximité. 30 minutes. Alors le 30 minutes, il s'entend quelquefois à pied ou en transport en commun en ville, en voiture à la campagne. C'est pas il n'y a pas de notion de kilomètre, en fait. Il faut complètement oublier ça. Voilà, si on fait les ronds sur une carte, on se trompe. C'est du temps de transport. Donc 96% à moins de 30 minutes, mais dans ces 30 minutes maximum, et 62% à 15 minutes maximum. Donc c'est ce qui avait été un peu travaillé sur la notion de ville du quart d'heure. 62% des Français estiment qu'il faut avoir les services de base à moins d'un quart d'heure de chez eux. Ces services de base, ils sont premièrement les sujets de santé. Donc avoir une pharmacie, un médecin, un hôpital, notamment en proximité, ça c'est une notion de sécurité, d'urgence. Et puis c'est les commerces de proximité, typiquement l'alimentaire, la boulangerie, la supérette, l'épicerie du coin. Voilà, donc, et c'est aussi une sphère de confiance extrêmement importante, et c'est aussi important, je pense, pour les politiques notamment, de bien intégrer que finalement la sphère de confiance, la sphère dans laquelle les gens vivent, c'est ce cercle de 15 à 30 minutes, mais qui reste relativement restreint. Bon, vous avez commencé à parler de ces fameux acteurs du territoire. Qui sont-ils ? Alors ça va pas vous déplaire, Christophe, puisque l'acteur le plus aimé, le plus reconnu par les populations, c'est le maire, parce que c'est justement l'acteur de ces 15 ou 30 minutes. C'est l'acteur de proximité, c'est l'acteur politique le plus connu. Les gens connaissent leur maire, en grande majorité, 78% des Français sont capables de citer le nom du maire de leur commune, et le président de la République. Et entre... c'est le désert. Le désert, c'est pas sympathique pour les députés, les sénateurs, mais en fait, ils sont très peu identifiés et quelquefois un peu désincarnés. Voilà. Donc c'est vraiment cette notion très, très, très locale qui est très importante. Et puis on le retrouve aussi concernant les entreprises. Quand on demande aux Français qu'est-ce que vous attendez d'une entreprise, quel est le rôle social ou sociétal, comme vous voulez, d'une entreprise, 36%, donc c'est très significatif, disent une entreprise, d'abord, elle doit recruter et produire localement. C'est-à-dire créer de la richesse et de l'emploi dans la région. Pour beaucoup de Français, c'est ça le but d'une entreprise. Et puis pour les plus jeunes, mais seulement pour les plus jeunes, il y a une notion écologique qui arrive. C'est bien sûr de créer de l'emploi, de produire localement, mais de le faire aussi de façon très responsable au sens RSE, écologie du terme. C'est aussi reconnu comme rôle important des entreprises en région. Pour 13% des Français, le cite spontanément, c'est soutenir les associations, soutenir les clubs de sport. C'est tout ce qui est autour du mécénat, du sponsoring, et de faire vivre la vie locale. Donc c'est des choses qui sont aussi extrêmement importantes. Et quand nous, on regarde plus égoïstement, et je prends ma casquette de patron de banque, ce qu'ils attendent, les Français, des banques, c'est qu'elles financent en priorité les entreprises locales. Donc on revient toujours à cette notion. Oui, je suis européen. Mais enfin, ce qui se passe à un quart d'heure de chez moi, c'est quand même l'axe joue ma vie ou une demi-heure. Et donc, si ma banque, elle peut financer une activité économique à proximité de chez moi, c'est ça qui est important. On a une petite notion un peu différente sur les 18-24 ans. Eux, ils ont un sujet particulier. Ce qu'ils attendent dans le financement et le rôle des banques, c'est le financement du logement. C'est leur sujet numéro un. Mais c'est aussi parce que 24-25 ans, ils sont au moment où ils commencent, soit comme étudiants, soit comme couple ou de s'installer dans la vie, à chercher des logements. Et là, ils se heurtent à tous les sujets de logement qu'on évoque souvent ici. Oui, cette notion de proximité elle est donc essentielle. Ce territoire, il est aimé, de ce que j'entends, mais il est jugé un peu en panne. Oui, il est jugé un peu en panne. Il y a que 3 Français sur 10 qui estiment que leur territoire est en phase de développement. Et quand on est dans les zones rurales, c'est encore plus faible. Donc ils aiment leur territoire, ils en sont fiers, mais ils aimeraient bien qu'il soit un peu plus dynamique, en fait. Et puis ils ont des inquiétudes qui sont... leurs attentes, elles sont très sociétale. Première attente ou inquiétude des Français, mais ça c'est vrai au niveau national et c'est vrai partout, c'est l'insécurité et les incivilités. Et d'ailleurs, c'est assez peu corrélé au taux de criminalité.
C'est-à-dire que c'est un ressenti d'insécurité qui quelquefois est réel et qui quelquefois est un ressenti. En tout cas, c'est ce qui revient en premier. Le deuxième, c'est le chômage et la pauvreté. Il y a quelques années, c'était le premier. Il y a eu une inversion. Le chômage n'est plus le sujet principal. Et puis, un sujet qui revient, alors lui, qui est vraiment très lié à des sujets d'aménagement du territoire, c'est le vieillissement de la population et le dépeuplement. Parce que, alors là, c'est évidemment plus marqué en zone rurale, où il y a des zones où il ne reste que des personnes âgées ou presque. Donc ça, c'est un vrai sujet pour les Français. Ce qui est important, c'est que les sujets d'écologie, ils arrivent bien après. Quand on leur dit les sujets immédiats, c'est quoi? C'est la sécurité, le dépeuplement, le vieillissement. Les sujets à 20 ans ou à 15 ans, c'est l'écologie. Et donc on voit bien qu'il y a une espèce de priorité, il y a des aspirations philosophiques qui sont vertes, qui sont écologiques, etc. Et puis il y a des urgences qui sont sociales. Il y avait un slogan des Gilets jaunes à l'époque, je ne pensais jamais que j'allais citer un jour un slogan des Gilets jaunes, qui était la fin du mois avant la fin du monde. On retrouve un peu cette idée-là en disant on a des urgences et puis après on a une volonté un peu plus lointaine. On va faire un petit focus sur les jeunes générations. Vous avez commencé à en parler. Comment est-ce qu'elles vivent ce lien avec le territoire? Alors elles ressentent massivement des inégalités entre les territoires, notamment sur deux sujets. Un sujet sur l'accès à l'éducation. Très clairement, les jeunes qui sont dans des zones rurales disent à 64% c'est difficile d'avoir accès à des études. On est obligé de déménager et ça pose aussi un sujet d'égalité des chances parce que déménager, après tout, pourquoi pas, mais ça a un coût financier. Et donc quand vous êtes dans une zone un peu rurale, qui n'a pas d'université ou d'école à proximité, que vous n'avez pas les moyens de vous loger, ça vous limite quand même dans votre choix d'études. Donc 64% pour les jeunes, 44% dans les grandes villes trouvent que c'est difficile, mais ça c'est plutôt ceux qui ont des écoles qui ne sont pas dans leur ville, qui voudraient aller ailleurs. Et peut-être un petit succès, c'est que les quartiers prioritaires de la politique de la ville, on retrouve ce taux-là qu'à 36%. Donc dans ces quartiers-là, la satisfaction sur le système éducatif à disponibilité est plus élevée que dans les villes classiques. Donc il s'est passé quand même des choses dans les années précédentes. Et puis on retrouve un petit peu la même chose dans la vie sociale. 65% des jeunes qui vivent en milieu rural estiment que c'est difficile de trouver une vie sociale parce qu'il y a moins de jeunes, parce que tout est plus loin, contre 38% seulement dans les grandes agglomérations, où c'est quand même, ou dans les villes moyennes, où c'est quand même plus facile. Et puis il y a un autre point, je voudrais peut-être finir par ça, parce que je le trouve très, très encourageant. Quand on interroge les jeunes, quand ils sont sollicités pour participer à des actions via des associations, des actions citoyennes, etc., et qu'on les interroge, ces jeunes qui sont sollicités pour ces actions-là, à 82%, ils se disent optimistes pour l'avenir. Donc c'est 12 points de plus que la moyenne des jeunes. C'est-à-dire que quand on les met en action, ils se disent il y a des choses à faire, je peux vivre, on me demande mon avis, et je suis plus optimiste sur l'avenir, y compris sur leur territoire. Et ça, c'est extrêmement positif. 56% des jeunes de 18 à 24 ans se disent actifs dans des associations, quelles qu'elles soient. Donc c'est au-dessus de la moyenne. Donc quand on parle quelquefois de cette jeune génération qui est plus engagée, qui est désengagée, moi j'ai eu beaucoup de mal à ça. Et les chiffres là le montrent. Elle est peut-être engagée un peu différemment, mais quand on leur donne de la place, quand on les écoute, finalement ils s'engagent et ils sont optimistes pour l'avenir. Donc c'est une bonne leçon à méditer pour nous tous. Belle conclusion en tout cas. Merci François, merci. Les territoires qu'on apprécie mais dont on doute de l'avenir, ça doit effectivement nous guider. C'est un paradoxe. On voit bien que la question de l'aménagement du territoire doit être un sujet prioritaire pour la qualité de vie et pour l'avenir économique. On l'a vu avec l'engagement local des entreprises. Absolument. Sentir les tendances, anticiper les besoins, trouver des solutions à de nouvelles problématiques, voilà tout l'art de l'innovation, subtil mélange de créativité, de stratégie, de technologie et de vision d'avenir. De tout temps, le monde industriel a montré sa capacité à inventer et c'est loin d'être l'apanage des grands groupes. Les PME ont bien compris l'avantage concurrentiel qu'il y a à imaginer de nouvelles approches pour valoriser leur savoir-faire. On va en voir un exemple très concret dans le sud Grésivaudan, chez AP Composite, qui a pris le virage de l'innovation durable. On en parle avec Julien Cressman. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur général d'AP Composite. Vous avez repris cette entreprise en 2018, AP Composite à Saint-Sauveur, donc à Saint-Marcellin, une entreprise qui avait été créée une vingtaine d'années plus tôt, en 2000.
AP, c'est Alpes Polyester, c'est ça? Ça explique un peu le cœur de métier de l'entreprise. Ça explique le cœur de métier de l'entreprise et puis son implantation dans un territoire, en Isère, effectivement, dans le sud de Rési-Vaudan, comme on dit. Et on parle aujourd'hui d'AP Composite. Oui. C'est un sous-traitant pour l'industrie qui produit des pièces en matériaux composites, en fait en fibre de verre, pour faire simple, et en résine, c'est ça? Voilà, c'est un amalgame des deux, en résine et en fibre de verre. C'est-à-dire que le composite, c'est différentes compositions. On parle de carbone, on parle de polyester. Le polyester, c'est la fibre de verre et la résine. Donc nous sommes sous-traitants effectivement pour des acteurs, des commanditaires qui sont dans l'industrie en Rhône-Alpes, en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes donc une force complémentaire à leurs besoins du quotidien. Alors expliquez-moi un peu le polyester. Tout le monde croit connaître, mais vous allez m'expliquer ce matériau qui est assez finalement malléable, transformable, qui est résistant, léger. On voit quelques images, n'hésitez pas aussi à les commenter. Oui, c'est un matériau qui est méconnu, je le prends souvent en ces termes. On pense polyester comme la matière qu'on a dans nos vêtements, mais c'est une matière aussi qui, en fait, qui est, comme vous le disiez, que l'on moule. On voit quelques images là, au moment presque du démoulage à ce moment-là, où on stratifie dans un moule résine et fibre de verre, ou d'autres renforts qui peuvent être. On a travaillé notamment sur la fibre de lin, sur la fibre de bambou. On ne travaille pas sur le carbone. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait le moule, on peut à peu près tout inventer en forme? Voilà, on a à peu près on peut effectivement donner toutes les formes, toutes les lignes, tous les volumes. Il y a quelques tout petits enjeux de démoulage qu'on appelle les contre-dépouilles, mais il y a plein d'astuces pour y parvenir. Et donc on voit des pièces l'une de nos forces, c'est de faire des pièces d'assez grande dimension pour des acteurs, comme je disais, comme Faune Environnement. Vous voyez ces grands panneaux d'habillage, des carrossages de bennes à ordures, ou encore par exemple pour Portalp, où on fabrique des pièces qui servent à habiller les porte-palières des quais de métro, notamment de Paris, ou des éléments de télécom, d'intégration paysagère. On parle de fausses cheminées, par exemple. Bon, et puis on verra par la suite que ça permet aussi de traiter toutes les couleurs, ce qui accessoirement, qui n'est pas accessoire plutôt. Oui, on aperçoit là des teintes très très différentes. On a la possibilité de faire des couleurs de tous les râles et même des contre-typages sans difficulté. Donc le principe est simple, vous construisez un moule et après dessus vous mettez des couches de fibres et de gel, de colle, c'est ça? Alors pour fabriquer un moule, il nous faut un modèle, une pièce mère, une maquette. Ça, en général, on le fait faire soit par nos modeleurs, soit par les membres de notre équipe. Ensuite, le moule, on le fabrique par nos propres moyens. Et ensuite, on applique, il y a un enchaînement, on va dire, de 2 couches principales. Le gel coat, qui est cette matière qui ressemble à une peinture et qui sera cette fameuse matière teintée dans la masse. Et puis un renfort résine et fibre, en l'occurrence fibre de verre. Bon, puis une fois que tout ça sèche, c'est évidemment très, très résistant. Alors il y a plusieurs étapes. Une fois que ça sèche, en fait, ça polymérise, comme on dit. Donc on a notamment investi beaucoup ces dernières années dans les systèmes de désolvatation et séchage pour plusieurs raisons. D'abord pour la santé de notre équipe et puis aussi pour minimiser notre impact en termes de chauffage. Et ensuite on démoule et ensuite on va usiner les pièces très souvent pour les réassembler, pour faire des ensembles complets. Parce que je disais que vous sous-traitiez pour l'industrie, vous faites à la fois du prototype et de la petite série, c'est ça? Vous allez jusqu'à la petite série? Absolument. Alors selon les métiers, en composite, on considère que ce sont des séries, mais pour la plasturgie, ça pourrait ressembler à des petites séries. En général, on parle de 1000 à 2000, 3000 pièces par an. Alors, quels sont les secteurs pour lesquels vous travaillez? Quel type de produit est-ce que vous faites? Vous nous avez déjà donné 1 ou 2 exemples. Oui, alors on travaille beaucoup pour l'environnement, pour l'eau, pour l'industrie au sens large. Donc j'ai donné un exemple tout à l'heure de carrossage, d'habillage de camions bennes à ordures. Pour Faune Environnement, c'est un client historique et de cœur depuis des années. Pour Portalp, j'en parlais, pour être proche de Grenoble, sur ces éléments d'habillage de porte-palières de métro. Dans le télécom, on a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les fausses cheminées, les éléments d'intégration paysagère des antennes télécom.
Et puis ensuite, il y a une multitude de besoins dans l'industrie qui peuvent être des capotages, des habillages qui servent souvent à embellir des ensembles mécaniques, donc parfois pour des machines spéciales, pour des bancs d'essai, même des carrosseries de véhicules. On est moins sur le transport terrestre. Et ensuite, ça peut aller jusqu'à des toilettes sèches et encore autres éléments de piscine. Bon, puis des abribus et puis tout un tas de choses dont on va parler. Juste un mot, parce qu'on aime bien parler ici des reprises d'entreprise. Et vous êtes un repreneur. Vous aviez à peine une quarantaine d'années, pas encore 40 ans, quand vous avez décidé de reprendre cette PME. Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette aventure, vous qui venez finalement de l'industrie, mais plutôt du marketing, de la gestion? Oui, moi, mon souhait, c'était un jour de reprendre ou créer. Donc, j'ai façonné mon parcours professionnel pour acquérir des compétences dans des grandes entreprises qui m'ont beaucoup appris. Air Liquide, Alstom, dans lesquels j'ai appris effectivement sur des projets à l'international, à acheter, à vendre, à gérer des projets, à encadrer une équipe, à donner du sens. Et puis au fur et à mesure, j'ai à peu près acquis toutes ces compétences. C'est confortable quand même comme travail finalement. C'est plus confortable que chef d'entreprise? Je sais pas, je pense qu'il y a aussi une question de liberté et confortable ou pas, c'était vraiment mon projet et ça le demeure et c'est de continuer de développer une équipe, un état d'esprit. Et comment s'est faite la rencontre du coup avec AP Composite? C'est un dur chemin que d'être repreneur. Je parle à beaucoup de confrères qui ont aussi fait ce chemin. Je pense à eux, dans le sens où le cédant en général, il aime pas trop exprimer qu'il cherche à céder. Plein de raisons. D'abord pour garder sa clientèle, son équipe, alors que le repreneur, il doit faire connaître son projet de reprise et il ne sait pas à quelle porte taper. Donc il tape à plusieurs portes, à de nombreuses portes. Il y a plusieurs façons de le faire. Chacun a ses trucs et astuces. Et puis la rencontre, elle s'est faite vers le cabinet d'expertise comptable du cédant. Porte à laquelle je tapais pour faire connaître mon projet et puis aussi parce que j'allais avoir besoin aussi de conseils et cette rencontre s'est faite en 2017 pour une reprise en 2018. Donc il y a eu quand même cette phase de tuilage, de parrainage. Alors il y a eu la phase effectivement d'abord d'entente et puis de financement et puis en mars effectivement la signature pour ensuite avoir une petite partie un petit moment de tuilage effectivement. Bon, alors à votre arrivée du coup en 2018, vous avez développé une nouvelle stratégie, une stratégie neuve, un procédé de fabrication en moule fermé d'abord, vous allez m'expliquer, et puis la constitution d'un catalogue de produits propres. Et on va s'y arrêter. D'abord, ce nouveau procédé de fabrication. Alors nouveau pour l'entreprise, pas nouveau dans l'industrie. L'idée depuis le début, c'était il y avait 2-3 enjeux, et ils demeurent d'ailleurs, c'est de créer cet état d'esprit d'équipe. J'y attache énormément d'importance. C'est grâce à eux que ça fonctionne, grâce à toute notre équipe. Et c'est un enjeu permanent. Il y a eu quelques enjeux qui ont été posés tout à l'heure à propos des territoires. Justement, nous sommes sur Saint-Marcelin et c'est à Saint-Marcelin qu'on veut continuer de se développer en recrutant sur place. Les autres enjeux, c'était de faire savoir les spécificités et le savoir-faire technique qui étaient peu mis en valeur à ce moment-là. Et puis ensuite, c'est notre métier, je dirais, de chef d'entreprise, c'est de trouver une activité la plus diversifiée possible en termes de portefeuille de clients, de marché et aussi de typologie de marché. Je m'explique, on a le projet de tout à fait rester sous-traitant pour l'industrie. C'est vraiment une volonté très forte. On poursuivra quoi qu'il arrive dans cette activité de sous-traitance. Et puis on a développé effectivement 2 marques dans l'idée, et si je pèse tous mes mots, elle s'est un petit peu plus formalisée ces dernières années, mais de faire notre part pour les générations futures, finalement de réfléchir à toutes les modalités de fonctionnement de l'entreprise. Donc nous sommes transformateurs, donc on dépend d'une filière composite, mais en tout cas en termes de transformation, pour répondre à la question, effectivement, on a mis en place des procédés en moule fermé qui sont plus propres, plus respectueux de l'environnement et de la santé de notre équipe, mais aussi en termes de matière utilisée, de quantité de matière. Plus économe, bien sûr. Pardon ? Plus économe en matériaux. Plus économe en matière, effectivement, moins de chute de production. Donc ça, c'est une bonne modalité de fonctionnement. On a aussi beaucoup travaillé sur nos chutes de production et la fin de vie. Et puis finalement, tous ces travaux sur nos modalités de fonctionnement, je trouve qu'on n'est pas arrivé là où je voulais arriver, c'est-à-dire un réel moindre impact environnemental ou un meilleur impact environnemental. Et c'est finalement pas les modalités de fonctionnement, mais la finalité de l'entreprise que je cherche à faire évoluer. Donc, conserver une activité de sous-traitance
Et nous avons donc lancé Rainbow et les marques. Néolien. On y vient. Alors aujourd'hui, l'entreprise à Saint-Sauveur, à Saint-Marcelin, c'est 2000 mètres carrés, hein, donc un bel atelier. On en a vu quelques images. Un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, peu ou prou, avec une vingtaine de personnes, donc une belle PME. Et donc, ces marques propres que vous avez créées, d'abord en 2024, Néolien. L'objectif, là, c'est de réutiliser les pales d'éoliennes pour concevoir du mobilier urbain. Oui, c'est ça. C'est deux marques, Rainbow et Néolien. Néolien vise à réutiliser les pales d'éoliennes en fin de vie. Donc la logique, c'est d'extraire de moins de matière vierge, sinon plus de matière vierge, donc à alimenter cette vision. Et Rainbow, c'est préserver l'eau potable et en l'occurrence faire notre part pour irriguer, végétaliser dans les zones artificialisées et réintroduire du vivant. Et cette fois en préservant la ressource naturelle en eau. Alors, on n'allait pas trop vite. D'abord, Néolien, la réutilisation, parce que c'est bien de la réutilisation de pales d'éoliennes. Alors, on imagine que la ressource n'est pas encore très importante, parce que les éoliennes, c'est quand même assez récent, mais il va falloir penser à les recycler. Oui, alors pas tout à fait recyclé, mais réutilisé. Donc le deuxième point commun, c'est le composite. Vous l'avez certainement compris. Les pales d'éoliennes sont faites en matériaux composites. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais c'est une matière que nous savons retravailler. Donc on les découpe, on les recolle, on ne fond pas la matière. Il n'y a pas de réel, alors en tout cas à l'échelle industrielle, de filière de recyclage. Et donc on en fait notamment des abris vélos, de grands abris vélos, des bancs, des tables de ping-pong, tables de pique-nique, des comptoirs et autres jardinières. Et donc, cette seconde marque dont vous portez fièrement le logo, Rainbow. Alors là, moi je dis mobilier urbain. Il paraît qu'il ne faut pas dire mobilier urbain, mais enfin, c'est des bancs, des jardinières qui à la fois permettent de planter des végétaux et de stocker l'eau de pluie, c'est ça? Oui, alors on parle de système d'irrigation et de végétalisation, c'est-à-dire qu'on collecte l'eau de pluie sur les surfaces développées de nos systèmes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur forme. On stocke l'eau dans le volume inférieur. Et on voit l'image là, effectivement, ce récapitulatif. Et ensuite, on va irriguer les végétaux soit en jardinière, soit en pleine terre. Donc, on a deux systèmes différents pour irriguer. On va voir les produits en détail. Il a fallu 2 ans de recherche et développement pour mettre au point ces produits. Alors, pour faire le lien avec l'introduction et l'innovation, effectivement, 2 ans ou 6 ans ou des années, puisqu'on est en innovation continuellement. On a développé un système qui est complètement robuste pour les jardinières. On est aujourd'hui, on finalise nos développements pour la pleine terre. Et puis, il y a une multitude de fonctions autour pour simplifier et rendre le plus robuste et le plus low-tech possible nos systèmes. C'est-à-dire qu'on cherche à les fiabiliser et ce qui ne nécessite plus du tout d'entretien. Voilà, tout ça se fait évidemment. Alors d'abord, c'est essentiellement pour les collectivités locales, les entreprises, et tout ça se fait sans avoir besoin de créer des réseaux, ni réseau d'eau, ni réseau électrique. Tout ça fonctionne en autonomie. Absolument. Donc, on vise les collectivités, on cherche à proposer nos services pour les collectivités territoriales et les entreprises qui cherchent à aménager leurs espaces extérieurs, mais aussi intérieurs. Et nos systèmes s'installent, c'est installé, comme on le dit, ne nécessitant effectivement aucun raccordement, aucun travaux, aucun coût induit. Je le dis souvent ces termes, et je l'ai d'ailleurs fait, je peux le faire quasiment moi-même et seul pour installer 5 à 10 systèmes dans une demi-journée et les végétaliser. Et donc ensuite, la nature fait son rôle et remplit les systèmes. On va comprendre en feuilletant le catalogue. Allez, on va regarder OPSA. OPSA, ça veut dire on peut s'asseoir. Donc là, c'est un banc circulaire, avec du coup cette zone de plantation au milieu. Donc on peut mettre une dizaine de personnes sur le banc. Et l'eau est captée et stockée dans un réservoir qui est dessous les plantations finalement. Absolument, on le voit sur la partie inférieure du système. On est assis sur la réserve en fait.
donc on dimensionne en réalité nos systèmes en débutant du volume de substrat que nous aurons besoin d'irriguer, donc d'un volume de réserve d'eau pour tenir toute l'année et même pendant les périodes sèches et estivales. Donc là, on a 1 mètre cube d'eau dans celui-là. Hein. Dans ce système, on a 1 mètre cube d'eau et à peu près 3,5 mètres carrés de surface de récupération. Donc l'eau de pluie tombe, elle est stockée dans ce réservoir, 1 mètre cube de stock, et l'eau est restituée du coup à cette jardinière centrale. Absolument. L'eau est restituée par un système de capillarité. Donc la capillarité, on n'a rien inventé, mais on a beaucoup travaillé sur le sujet pour avoir des hauteurs d'eau et des débits qui fonctionnent avec nos systèmes et qui soient efficaces. Et aujourd'hui, complètement autonome. Alors on va voir un deuxième produit, c'est Flow, pour fleurir légèreté, ombre et tranquillité. Là, on a un réservoir de 600 litres d'eau, c'est le même principe. Là, on est sur un banc aussi circulaire et puis une zone de plantation au milieu qui nécessite du coup pas d'apport d'eau de la part d'employés communaux, par exemple. Absolument. Donc, vous comprenez simplement que c'est une déclinaison, je dirais, du premier système. Et on peut donc les décliner sous toutes ces tailles, formes, volumes. Donc, on en a plusieurs en cours de développement, mais qui ne sont que des adaptations qui justement, permettent d'éviter les tournées d'arrosage. Et c'est là aussi qui est un moindre impact environnemental, je dirais. Alors, il y a le dernier produit, c'est Sève. Alors là, c'est un banc assez classique, mais qui sert lui aussi de réservoir d'eau et qui est connecté aux espaces verts environnants cette fois. Oui. Sève, alors on lui a donné une autre forme, plus conventionnelle, je dirais, plus classique, plus linéaire, avec un effet texturé qui rappelle le bois. Et lui, son mode de fonctionnement, c'est qu'il va capter et stocker l'eau de la même façon. En revanche, c'est par gravité qu'il va venir alimenter des Oya. Les Oya sont des vasques en terre cuite qui sont enterrés. Donc on travaille avec l'entreprise Oya Environnement, qui est notre partenaire, pour cette fois irriguer les végétaux en pleine terre par porosité. L'eau est diffusée au travers de la paroi des Oya vers la pleine terre. Voilà pour ces innovations et ce catalogue. Dans un catalogue, on a souvent le prix. Oui, les systèmes, nous les commercialisons. Alors, je rappelle justement qu'il n'y a aucun coût induit, aucun coût d'installation ou de travaux, et on le commercialise entre 4 et 9 000 euros. Et tout ça est produit ici, en Isère, à Saint-Marcellin. Il y a un autre site à Mâcon, mais c'est pas très loin non plus. Bon, dernière question, pour des PME qui innovent sans arrêt, vous travaillez sur quoi là ? On travaille aussi avec des grandes entreprises ou des grandes institutions, le CEA notamment, qui nous aide sur les résines. On travaille sur la matière beaucoup pour justement être réellement moins impactant. Et puis vous allez comprendre le lien petit à petit entre Néolien et Rainbow, Néolien qui va être aussi un des éléments de matière à transformer pour fabriquer des systèmes Rainbow. Belle PME, une belle reprise. Et puis une reprise, c'est plus qu'une reprise, parce que c'est une reprise et derrière, c'est une diversification avec création d'emplois locaux, innovation, c'est green, enfin, ça coche beaucoup de belles cases, c'est très enthousiasmant, donc bonne route, mais la route est largement bien attaquée. Bravo. Merci Julien, merci. On va guetter les cours d'école du coup et les places de village pour voir fleurir les bancs jardinières autonomes en eau. Ça s'appelle Rainbow. Alpes Décideurs vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert, à François. Écrivez-nous alpesdecideurs@tgplus.fr. Aujourd'hui, Rachel veut donc qu'on s'intéresse à la sécurité et au coût de la sécurité du risque pour les banques. Oui, c'est-à-dire que tous les grands groupes bancaires ont publié leurs résultats ces derniers jours et on a tous un coût du risque, c'est le terme qui est monté. Alors peut-être avant, un petit rappel quand même très très simple. Le rôle d'une banque, c'est de collecter de l'épargne de particuliers ou d'entreprises et de prêter à d'autres. Ça évite en fait que celui qui a de l'épargne soit obligé de prêter en direct avec le risque de prêter à un emprunteur qui ne puisse pas rembourser et de tout perdre. Nous, notre capacité, c'est d'abord on collecte beaucoup d'épargne et on prête à beaucoup de
personnes physiques ou d'entreprises différentes, donc on diversifie énormément le risque. Et puis on a une solidité financière, ce qu'on appelle les fonds propres, le ratio de solvabilité tel qu'on peut se permettre en fait de prendre un peu de risque et qu'on peut le supporter. Le coût du risque, cette année, il a été plus élevé dans toutes les banques. C'est pas une grosse surprise, c'est lié au contexte économique. Et il se calcule, il y a deux types de coûts du risque. Il y a le risque, ce qu'on appelle avéré, réel, c'est-à-dire un client, il peut pas nous rembourser, et donc on passe une charge du crédit qu'on lui avait fait ou du capital restant dû. Ça, c'est le coût du risque direct. Et puis il y a le coût du risque un peu anticipé, c'est-à-dire qu'on voit qu'un client commence à être en difficulté, il peut encore payer ou il paye une fois sur deux, etc. Enfin, on se dit, ce truc-là, quand même, ça sent pas très très bon. Donc on le provisionne, on anticipe la perte, comme n'importe quelle entreprise sur ses risques, quels qu'elles soient, on passe des provisions. Donc le coût du risque, c'est la somme du risque avéré et des provisions. Et forcément, les grandes banques françaises qui financent l'économie française, voire mondiale, quand il y a une période de ralentissement et de difficultés économiques, il y a plus d'entreprises qui sont défaillantes et il y a un coût du risque qui monte. Il ne faut pas qu'il monte trop haut, évidemment, parce qu'on a tous un modèle économique à défendre. Mais on peut aussi le voir de façon plus positive. Alors, c'est pas évident de voir ce coût du risque de façon positive, mais si les banques françaises, quelles qu'elles soient, et celles que je dirige comme les autres, ont eu un coût du risque qui est monté, c'est aussi parce qu'elles ont accompagné l'économie française. Si on avait un coût du risque extrêmement bas dans une période de crise, on pourrait se dire, vous faites pas le job. Donc, ça fait partie de notre métier, c'est un risque assumé. Et en face, il y a des fonds propres, donc c'est la solvabilité. Et cette solvabilité, c'est la capacité à prendre le choc du risque si vraiment il montait très fort. Et ça, c'est très clairement une chance pour l'économie française d'avoir des grands réseaux bancaires, et tous d'ailleurs, extrêmement solides, et qui ont cette capacité à accompagner l'économie, même dans des périodes un petit peu plus difficiles. Merci François, merci pour cette explication, ces notions. Si vous aussi vous voulez interroger notre expert, écrivez-nous alpedécideur@tgplus.fr. Grenoble, réputé pour son immense pôle d'innovation en micro et nanotechnologie, Minatech. Il rassemble des milliers de personnes dans des laboratoires de recherche, des écoles d'ingénieurs, des grands groupes, des start-up. Il travaille sur les questions des semi-conducteurs, des capteurs, des nanomatériaux, de la photonique, de l'énergie, du quantique, tous ces sujets pour les loger et pour leur permettre de se développer est né Minatech Entreprise. On en parle avec Cédric Lucatelli. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur général de Minatech Entreprise, qui est finalement une foncière qui héberge les startups deep tech. Oui, en effet. Alors, peut-être pour revenir sur la différence entre le pôle Minatech, campus d'innovation, donc qui avait été créé au début des années 2000 avec pour objectif de réunir au même endroit la formation des futurs chercheurs, la recherche, donc la formation avec l'école d'ingénieurs de l'INPG, la recherche avec les grands laboratoires du CEA, qui sont devenus aujourd'hui le LETI, le LIS, le LITEN, et un acteur pour héberger des startups incubées dans ces laboratoires, qui est devenue la SEM Minatech Entreprise. Alors, SEM Minatech Entreprise, SEM pour Société d'économie mixte. Donc, c'est un partenariat public-privé avec un objectif, une mission d'intérêt public qui est d'héberger, d'accompagner les startups issues donc des grands laboratoires de recherche de la presqu'île. Oui, un élément important de ce fameux écosystème. C'est important qu'on s'arrête un peu sur cet écosystème parce que Minatech à lui seul, c'est alors, on va dire 4000 personnes sur le site, un millier d'étudiants, quasiment autant de chercheurs, d'ingénieurs. Évidemment des grands groupes, évidemment des grandes entreprises, mais aussi beaucoup de petites start-up qui sont venues composer cet écosystème. Tout à fait, oui. Donc aujourd'hui, on sait que la recherche et le développement amènent sur des brevets avec lesquels on arrive à des startups qui ont besoin de se développer. Donc la particularité des startups issues donc des laboratoires de recherche, c'est la microélectronique. C'est vraiment un fort tropisme avec les micros et les nanotechnologies, avec un fort besoin en espace particulier qu'on appelle des salles blanches. Bon, là, on n'apprend rien. Et aussi un fort besoin pour leur process de fluides particuliers qui sont produits in situ par un producteur de fluides. Par exemple des gaz, faut être... Exactement, gaz, chimie et autres calories frigories nécessaires
au maintien des spécifications des salles blanches et aussi à la réalisation des process. Donc voilà, donc l'hébergement de ces startups, c'est le cœur de votre métier, hein, les locaux, l'univers de travail, c'est le travail de Minatec entreprise que vous dirigez. Alors vous en étiez le directeur général adjoint depuis quelques années déjà, depuis 2023, donc votre arrivée récente était assez logique. C'est une plateforme de valorisation industrielle qui conçoit, mais aussi exploite les bâtiments. Hein. Exactement. Donc, au sein des services de Minatec Entreprise, nous avons un pôle de projet donc, qui conçoit puis construit les bâtiments. Hein, donc, des bâtiments qu'on appelle des BHT, bâtiments de haute technologie, et des services d'exploitation maintenance qui assurent au quotidien le support aux usagers, que ce soit sur la réalisation des maintenances, le suivi technique, l'aménagement des espaces nécessaires. Voilà, donc la société n'a pas qu'un rôle de louer des espaces et des mètres carrés, mais aussi cet accompagnement et qui fait aujourd'hui la force de Minatec Entreprise, c'est finalement quand une société s'installe dans nos murs, eh bien, elle est accompagnée tout le long de sa vie et de sa présence dans les BHT. Alors, vous êtes une dizaine de salariés pour tout ça, hein, donc à la fois ceux qui conçoivent et puis ceux qui après exploitent ces fameux bâtiments, cette offre d'hébergement. 3 bâtiments haute technologie, BHT1, BHT2 et BHT3. On va en voir quelques images parce que ça va nous permettre de bien cerner la spécificité de ces bâtiments. Il ne s'agit pas uniquement de mètres carrés qui sont proposés, mais bien de bâtiments très très spécifiques. Alors là, on est sur BHT1, je crois, qui est dans l'enceinte du CEA, hein, exactement. Sur la presqu'île. Et là, on a à la fois des bureaux classiques, mais aussi, bien sûr, et on le voit ici, des salles blanches, des salles propres. Alors le BHT1, qui est le bâtiment historique de Minatec Entreprise, qui est dans l'enceinte sécurisée du CEA et qui a été construit au moment de la construction du pôle Minatec et qui présente 3000 m² de salle blanche industrielle. Donc quand on parle de salle blanche industrielle, on est sur de la salle blanche avec des niveaux de classement particuliers très basses, puisqu'en fait plus le niveau est bas, en fait, et plus le niveau particulier est bon. Les poussières sont insupportables. Exactement. Donc l'ennemi du procès sur silicium, c'est la poussière. Donc 3000 m² de salle blanche industrielle et on retrouve 7000 m² donc d'espace laboratoire bureau, avec la particularité, c'est que sur le même mètre carré, on peut faire du bureau, mais aussi du laboratoire, voire de la salle propre. Et ce qui permet aussi aux sociétés de pouvoir évoluer et développer aussi au sein des locaux qu'elles occupent, l'occupation elle-même de ces locaux. Donc là, on a quasiment 1 hectare, hein, un hectare de bâtiments, de mètres carrés de bâtiments, c'est le BHT1. BHT2, alors là, on est à l'entrée de Minatec, hein, oui. Juste un peu plus loin. On a 4600 m², 5000 m². Ouais, on peut dire 5000 m². Alors, le point intéressant, c'est donc BHT1 2006, donc avec la création du pôle Minatec. BHT2 2019, donc il s'est passé 13 ans avant de voir émerger le BHT2, avec 5000 m² reproduit cette fois sur la base donc, du mètre carré qu'on est capable de transformer de bureau à laboratoire, avec l'idée de limiter le coût d'installation des sociétés et le loyer. Hein, parce alors une agilité d'usage. Exactement, avec toujours l'idée de se dire la juste qualité, répondre aux justes besoins des startups qui viennent s'installer dans le bâtiment. Et tout ça s'accélère parce que BHT3 est né tout de suite derrière. Donc on est là sur la place Nelson Mandela et on est de nouveau sur 4000 m², c'est ça ? Voilà, c'est encore un pas de 5000 m². Donc c'est les pas de création aujourd'hui des bâtiments de haute technologie. C'est les délais qui se rapprochent en fait. Ouais, donc 2024. Donc là, c'est pour ça que je me permettais de rappeler les dates. Voilà, une accélération qui dans la construction des BHT, qui correspond aussi à une forte demande en termes d'hébergement de start-up. Donc le BHT3 qui reproduit à nouveau 5000 m² à l'identique du BHT2 avec toujours cette vision de modularité et de répondre aux justes besoins des sociétés qui viennent s'installer.
Et tout ça est quasiment plein aujourd'hui. Voilà, donc on a un très bon taux d'occupation, si je puis dire, puisqu'on est à 95% plein. Donc on pense déjà au BHT4. Exactement, donc le BHT4 qui est désormais lancé. Voilà, puisque on a retenu le groupement promoteur architecte qui réalisera. Donc je peux annoncer GSE et puis en promoteur et groupe 6 en architecte. Et livraison d'ici 2 ans, quoi. Ouais, livraison alors d'ici fin 2027. On reproduit le pas de 5000 m² avec toujours la même modularité. Et voilà, alors on s'inspire un peu au fur et à mesure des retours d'expérience des anciens bâtiments. Voilà, le BHT4 qui permettra à nouveau de pouvoir relancer l'offre de commercialisation, puisque à 95%, on peut démarrer cette commercialisation sereinement. Qu'est-ce qui fait ce succès, parce qu'on comprend bien l'intérêt de l'écosystème, les synergies qui peuvent naître entre ces différentes entreprises, ces groupes de recherche, ces laboratoires de recherche. C'est ça le véritable avantage concurrentiel, l'intérêt ? Alors, ce qui fait le succès, c'est, on va dire, je pense, l'intelligence du territoire, la puissance scientifique de cette région grenobloise, qui vraiment, bon, le mot est lâché, écosystème, qui va des grands laboratoires de recherche jusqu'aux grands industriels de la zone urbaine grenobloise. On voit qu'on est au cœur d'un écosystème. Donc, en tout, c'est cette réussite-là. Maintenant, pour Minatec Entreprise, le positionnement stratégique sur la presqu'île en fait une force, territoire attractif et la proximité des grands laboratoires de recherche dans lesquels sont nées ces startups et une accélération aujourd'hui de la demande. Voilà, on fait face à toujours plus de demandes en termes de création de startups. Une accélération qui vous pousse même à imaginer déjà le BHT Fab, qui lui va même aller au-delà, puisque ça va pouvoir héberger des startups qui seront déjà en phase de pré-industrialisation, c'est ça ? Oui, alors le BHT Fab, qui est un projet porté non pas par Minatec Entreprise, mais par une société filiale, qui est une SAS, donc éponyme, donc la SAS BHT Fab, qui a été faite pour porter ce projet-là, avec l'idée de rajouter une pierre supplémentaire au parcours résidentiel des entreprises. Donc cette fois, des startups qui deviennent matures et qui auraient besoin de monter vers un niveau pré-industriel, leur proposer une solution ad hoc avec cette fois encore des surfaces adaptées à leurs besoins, des services associés et une production de fluides mutualisée, puisqu'on sait que ces productions de fluides dont on parlait initialement au début de l'exposé sont finalement un coût important. Voilà, et le fait de les mutualiser, c'est vraiment... Ça réduit la charge, évidemment. Exactement. François, alors on a l'impression de jouer un peu au Monopoly en disant le 1, le 2, le 3, le 4, le Fab arrive. À chaque fois, c'est des dizaines de millions d'euros qui sont investis. Et on voit bien l'importance de créer ce nid de cet écosystème. Oui, c'est un écosystème très marqué. Enfin, moi, quand je me déplace aussi en France sur la deep tech, justement, Grenoble est quand même reconnu comme the place to be pour des gens qui ont des idées. Donc, effectivement, il y a cet écosystème, il y a des spin-offs, des grandes entreprises locales. Donc, ça joue et je pense aussi que le succès du BHT1, puis 2, puis 3, ça crée un effet d'entraînement et les gens qui ont des idées dans ce domaine-là savent qu'il faut être à Grenoble pour ce type de choses, comme pour de la medtech, il faut peut-être être autour de ce que font les Mérieux à Lyon, etc. Donc il y a quelques grands pôles régionaux et moi je trouve que c'est une grande chance pour Grenoble, je pense, d'avoir cet écosystème. Puis c'est des métiers éminemment d'avenir. Donc, si on veut aussi on en parlait tout à l'heure sur les territoires, mais que des jeunes puissent mener leur vie professionnelle, mener des grands projets et le faire dans la région, enfin, je trouve que c'est assez remarquable comme idée. Et le Fab, de pouvoir les garder, parce que c'est quand même une des grandes difficultés de cet environnement en France, c'est arriver à créer des startups, des incubations qui marchent bien, et quand il faut passer à l'échelle, quelquefois elles partent. Donc si on peut essayer de les garder un peu plus longtemps, puis peut-être avoir une phase 3 où après elles prendront leur envol de façon autonome si vraiment elles grossissent, je
Je pense que tout le territoire en sera gagnant. Ou d'en attirer qui viennent d'ailleurs, parce que j'imagine que d'autres entreprises installées ailleurs peuvent très bien être tentées de rejoindre cet écosystème ici. Tout à fait, on le redira, c'est un écosystème qui attire. Donc c'est tout l'objet aujourd'hui du projet BHT Fab, c'est de pouvoir aussi répondre à une demande, on va dire, endogène. Bon, les premières sociétés auxquelles on pense, c'est forcément les sociétés qu'on connaît qui sont du territoire, mais aussi exogène. Alors quand on dit exogène ailleurs sur le territoire national, on sait que Grenoble attire par son savoir-faire et par cet écosystème, mais aussi ailleurs en Europe, dont on sait aujourd'hui que le projet BHT Fab est un projet unique en France et on peut le dire unique en Europe. C'est 40 à 50 millions d'euros d'investissement. Tout à fait, oui. Donc on pense aussi aux professionnels du BTP qui vont devoir construire ces bâtiments. Quand on parle d'écosystème, c'est tout ça, bien sûr. Ça va jusque-là. Tout à fait. Donc, on est au bon endroit, puisque aujourd'hui, la salle blanche, c'est un domaine qu'on sait construire en local, qu'on sait créer, dont on connaît les concepts. Donc, on est au bon endroit pour ce type-là de projet. Bon, quelques noms de start-up que vous avez hébergés. Oui, bien sûr. Alors, BHT1, c'est des sociétés qui avaient un fort tropisme avec la microélectronique. Donc, récemment, on retrouve Aledia, qui est sorti du BHT et qui aujourd'hui occupe son propre site industriel. Gigafactory. Qui occupe son propre site industriel. On a MicroOLED, qui est spécialisé dans les micro-écrans. Plus tard, BHT2, des sociétés type Diabloop, qui est spécialisée plutôt dans les dispositifs médicaux. Et dernièrement, BHT3, un fort enjeu sur les sujets quantiques et d'intelligence artificielle, avec des startups comme Silent Webs ou Cobly, qui sont installées dans le BHT3, et voilà, qui nous obligent toujours à penser à l'avenir, à essayer d'anticiper les futurs sujets de demain. Voilà, alors c'est ça ma question, parce que on connaît le défi du foncier, de la raréfaction du foncier, des terrains disponibles sur notre métropole. Ça, c'est un premier défi. Le deuxième défi, c'est d'anticiper les besoins des startups dans 5 ou 10 ans. C'est un casse-tête invraisemblable. Comment est-ce qu'on fait ? Alors on essaye, puis on se trompe. Quand on a conçu le BHT3, on s'est dit que finalement les sociétés du BHT2 étaient un bon exemple et que le temps écoulé entre le BHT2 et le BHT3 permettrait de ne pas trop se tromper. Bon, on s'est trompé. On s'est retrouvé avec des sociétés plutôt BHT2 en lien avec les dispositifs médicaux. Au BHT3, on a plutôt un intérêt sur les technologies du quantique. Donc, je dirais l'enjeu, plutôt que de prédire les sujets de demain qui évoluent tellement vite au gré des sujets d'actualité et des différentes crises qu'on peut rencontrer, c'est plutôt nous d'anticiper et de garder des possibilités au sein de nos bâtiments pour s'adapter. Oui, créer des bâtiments agiles pour pouvoir s'adapter. Tout à fait. Agilité, astuce et capacité d'adaptation. Je pense que c'est le triptyque qui fonctionne sur les BHT. Merci beaucoup. C'est Minatech Entreprise, qui fait partie intégrante de ce fameux écosystème en hébergeant les startups Deep Tech. Merci beaucoup Cédric Lucatelli d'être venu nous expliquer cet univers. Julien Cressman, merci infiniment d'être également venu dans l'émission. François Codet, merci. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez voir et revoir Alpes Décideurs sur internet tgplus.fr. À très vite. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.